The Epstein files have just been released by the Justice Department. We are sifting through them now, and we're going to bring you what we find as we and our teams find it throughout this hour. Let's get off the sidelines and head into the arena. My panel is here, and we're joined by CNN Crime and Justice correspondent Katelyn Polantz and CNN senior White House correspondent Kristen Holmes. Katelyn, first to you. I know that our teams are digging through these files. Is there anything you can tell us so far about what we've learned? Ce ne sont pas toujours les noms ou les chiffres qui importent, mais les procédures que les institutions décident de garder secrètes. Le 19 décembre 2025, la Cour fédérale du district sud de New York a été le théâtre d'une action judiciaire qui, à première vue, pouvait sembler être une simple question de procédure, mais qui a rapidement attiré l'attention des observateurs institutionnels, des analystes juridiques et des journalistes d'investigation de tout le pays. L'action a débuté lorsque la chaîne NBC News a déposé une requête demandant que soient rendus publics les noms de 2 personnes mentionnées dans des documents scellés de l'affaire Jeffrey Epstein. Documents qui avaient été soumis au tribunal en 2019, peu avant la mort de l'homme d'affaires dans une cellule fédérale. La demande était fondée sur des arguments centrés sur le premier amendement de la Constitution des États-Unis, en particulier sur la garantie de la liberté de la presse, et a été accueillie avec une apparente normalité, jusqu'à ce que le ministère de la Justice décide d'intervenir directement dans la procédure. La réponse du DOJ, représentée par le bureau du procureur fédéral de New York, s'est non seulement opposée à la divulgation des noms, mais a également repris des arguments qui, pour beaucoup, renvoient aux périodes les plus sombres de la conduite institutionnelle de l'affaire Epstein. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité au résultat immédiat de la requête présentée, mais a rouvert une série de discussions latentes sur la nature du secret judiciaire, les limites de l'intérêt public et le rôle de l'État dans la préservation des structures de protection institutionnelle. Ce qui avait initialement été interprété comme une mesure de routine, le maintien du secret sur les noms cités dans d'anciennes enquêtes, s'est rapidement transformé en un indicateur de normes institutionnelles persistantes. Les noms en question appartiennent à 2 personnes qui, selon des documents déjà accessibles, ont reçu des virements bancaires d'Epstein d'un montant de 100 000 et 250 000 dollars respectivement. Ces virements ont eu lieu peu après la publication par le Miami Herald d'une série d'articles d'investigation détaillant les termes d'un accord judiciaire extrêmement controversé, conclu en 2007 et 2008 entre Epstein et le bureau du procureur fédéral de Floride, alors dirigé par Alexander Acosta. Selon les registres, ces 2 bénéficiaires des virements ont été identifiés comme des co-conspirateurs potentiels dans les crimes faisant l'objet de l'enquête. Et, selon l'accusation de 2019, ils étaient à l'époque pressentis pour collaborer à la procédure judiciaire. La justification initiale pour garder leur nom secret était qu'ils pourraient être appelés à témoigner, ce qui, d'un point de vue procédural, exigerait une certaine protection de leur identité. Cependant, plus de 6 ans après le protocole initial du document, et avec le décès du principal accusé dans l'affaire, cette justification a perdu sa fonction instrumentale. Malgré cela, le ministère de la Justice a choisi de réaffirmer la confidentialité, cette fois-ci en se basant sur la notion de protection de la vie privée des personnes qui, même identifiées comme bénéficiaires directs de sommes d'argent importantes dans un contexte potentiellement obstructif, ne figurent pas officiellement comme défendeurs dans aucune procédure en cours. L'insistance du DOJ à maintenir le secret a suscité des réactions immédiates parmi les juristes et les analystes institutionnels. L'argument central du ministère public repose sur la jurisprudence de la 2e Cour d'appel, qui reconnaît la possibilité de préserver l'anonymat de tiers innocents, même lorsqu'ils figurent dans des registres judiciaires publics. L'application de cette interprétation a toutefois été jugée controversée, car les 2 noms demandés par la presse ne sont pas seulement mentionnés dans des documents accessoires, mais sont directement associés à des transferts financiers à des moments critiques de pression publique contre Epstein. En termes techniques, les paiements ont eu lieu quelques jours après la divulgation nationale de l'accord de non-poursuite pénale, signé en 2007, qui avait accordé à Epstein une immunité substantielle face à une accusation formelle de plus de 50 crimes sexuels impliquant des mineurs. La convergence entre les paiements et l'effondrement de l'image publique d'Epstein a donné lieu à l'hypothèse, soulevée par plusieurs enquêteurs indépendants, que ces sommes auraient eu pour but d'acheter leur loyauté. Bien que cette hypothèse n'ait pas été confirmée judiciairement, son existence renforce l'argument de NBC News selon lequel il existe un intérêt public légitime à identifier ces personnes.
La réponse du ministère de la Justice s'est toutefois appuyée presque exclusivement sur les déclarations des avocats des personnes citées, qui ont affirmé, au nom de leurs clients, leur préférence pour le maintien du secret, sans fournir de justification supplémentaire ni d'indication sur les risques que leur nom soit rendu public. Ce contraste entre la diligence du ministère de la Justice dans la protection de l'identité des co-auteurs potentiels et la négligence historique dans la communication avec les victimes de l'affaire Epstein a été un autre élément qui a amplifié la portée institutionnelle de l'épisode. À plusieurs reprises auparavant, le même ministère de la Justice avait omis d'informer les victimes des développements importants de la procédure, même lorsque la législation fédérale exigeait une telle communication. Lors des débats sur la divulgation des transcriptions des témoignages dans l'affaire Ghislaine Maxwell, par exemple, les procureurs liés au ministère de la Justice ont été critiqués pour ne pas avoir informé au préalable les victimes de la possibilité que leur nom soit divulgué dans les archives publiques. La décision de ne pas avertir les victimes, tout en informant immédiatement les co-conspirateurs présumés de la possibilité d'une divulgation, a renforcé le sentiment d'un traitement asymétrique. Selon les analystes, cette asymétrie révèle plus qu'une simple défaillance ponctuelle, elle suggère la persistance d'une logique institutionnelle qui privilégie la protection de certains acteurs au détriment de la réparation publique des victimes. La conséquence immédiate est l'érosion progressive de la confiance sociale dans le système judiciaire, en particulier dans les affaires impliquant des personnalités ayant des connexions politiques et un pouvoir économique important. Cette érosion institutionnelle n'est pas un phénomène récent, mais l'affaire en question fournit un aperçu actualisé de ces manifestations. Le fait que le ministère de la Justice, sous la direction de personnalités liées à l'administration Trump, ait choisi d'intervenir à ce moment précis, en réactivant des clauses générales de confidentialité et en refusant de réévaluer le statut des documents, a été interprété comme un geste autant politique que juridique. L'actuel procureur fédéral de New York, Jake Layton, dont la carrière est associée à des postes stratégiques dans l'administration précédente, a adopté une ligne conservatrice en matière de divulgation de documents sensibles. La décision de réaffirmer la confidentialité, même face à l'effondrement de la justification initiale, à savoir l'attente d'un témoignage, s'inscrit dans un schéma plus large de résistance institutionnelle à la réouverture d'accords juridiques qui, à la lumière de l'opinion publique, manquent de légitimité. Cette tendance est visible dans la genèse même de l'accord de 2007 qui a empêché la poursuite d'une accusation formelle préparée par les procureurs fédéraux contre Epstein et qui comprenait les témoignages d'au moins 36 filles âgées de 13 à 16 ans, séduites et abusées. L'accord, en plus de réduire les accusations à des crimes d'État de moindre gravité, a été tenu secret non seulement du public, mais aussi des victimes, en contradiction directe avec les dispositions de la loi américaine sur les droits des victimes de crimes. La logique procédurale qui se répète en 2025 semble fonctionner sur la base des mêmes mécanismes d'opacité institutionnelle. L'invocation de la clause d'intérêt pour la vie privée fonctionne comme un instrument flexible qui peut être mobilisé pour préserver l'anonymat de personnalités qui, dans d'autres contextes, feraient directement l'objet d'une enquête. Il n'y a aucune preuve que les deux bénéficiaires des transferts soient réellement menacés ou exposés à une exposition indue. Rien n'indique non plus qu'ils soient liés à de nouvelles enquêtes en cours. Néanmoins, le ministère public a choisi de les traiter comme des tiers innocents, malgré les preuves publiques de leur participation, au moins financière, aux opérations d'Epstein à des moments stratégiques. Cette reclassification, bien que juridiquement étayée par la jurisprudence, a été critiquée car elle ne correspond pas à la réalité des faits et au principe de transparence administrative. La réponse de la Cour à cette requête ne mettra pas fin au débat, mais pourrait en redéfinir les termes. Si la juge responsable choisit d'accéder à la demande de NBC News, la divulgation des noms pourrait créer un précédent pour la réanalyse de documents similaires encore confidentiels. D'autre part, si la position du DOJ prévaut, cela réaffirmera une ligne interprétative qui privilégie le maintien des accords procéduraux, même face à leur fragilité argumentative. Dans les deux cas, cet épisode servira d'indicateur de l'état actuel de l'équilibre entre les droits de la presse, la protection des victimes et la préservation institutionnelle des accords conclus dans des contextes de pouvoir. La controverse dépasse donc le cas Epstein. Elle agit comme une loupe sur les tensions accumulées dans le système judiciaire fédéral et sur la difficulté chronique de rompre avec des structures qui, bien que légalement justifiées, restent contestées sur le plan éthique. À partir du moment
où l'intervention du ministère de la Justice a été publiquement enregistrée comme facteur déterminant pour le maintien du secret sur les noms de 2 co-auteurs potentiels des crimes attribués à Jeffrey Epstein, les observateurs institutionnels ont commencé à rappeler une série de précédents qui aident à comprendre pourquoi cet épisode, loin d'être isolé, porte en lui le poids d'une série de décisions judiciaires et administratives marquées par la sélectivité, la gestion stratégique du secret et l'utilisation de dispositifs juridiques comme instrument de contention narrative. Pour comprendre le scénario actuel, il faut revenir aux fondements juridiques qui ont permis en premier lieu à Epstein de conclure un accord de non-poursuite pénale en 2007, malgré une accusation fédérale solide qui comptait plus de 50 crimes sexuels impliquant des mineurs. L'accord, signé sous la direction du procureur Alexander Acosta, a été négocié avec une équipe d'avocats très influents sur le plan politique et juridique, parmi lesquels Alan Dershowitz et Kenneth Starr, et comprenait des clauses inhabituelles, telles que la garantie d'immunité pour d'éventuels co-auteurs non encore identifiés. Cette construction juridique, bien que techniquement valable au regard de la législation de l'époque, a ensuite été considérée par plusieurs instances comme un exemple de déviation éthique et de défaillance institutionnelle dans la protection des victimes. Le fait que les noms actuellement protégés aient été, selon les documents disponibles, les bénéficiaires directs de cette immunité négociée par Epstein, réintroduit des éléments du passé qui continuent de se répercuter sur les décisions actuelles. C'est dans ce contexte que la réaction de la société civile, de la presse et des parlementaires à la nouvelle initiative du ministère de la Justice prend toute son ampleur. Depuis 2019, après la mort d'Epstein et le début d'un processus plus large de réexamen de son réseau de protection institutionnelle, plusieurs organes et commissions du Congrès ont commencé à demander des audits internes sur le rôle des procureurs fédéraux, des agents du FBI et des hauts responsables de la magistrature dans la conduite de l'affaire. Les rapports produits par les commissions de la Chambre et du Sénat ont mis en évidence des schémas récurrents d'omission, de confiance excessive dans les accords extrajudiciaires et de non-respect de la législation en matière de notification des victimes. Le rapport de la commission de surveillance de la Chambre, par exemple, a révélé que le ministère de la Justice avait mis des années à reconnaître publiquement l'existence de l'accord d'immunité globale signé en 2007, même après son homologation judiciaire. Ce même rapport a souligné que la clause de confidentialité exigée par les avocats d'Epstein avait été acceptée sans justification juridique formelle et en violation de la loi sur les droits des victimes de crimes, Crime Victims' Rights Act, qui exige la transparence et la participation des victimes dans les accords de cette nature. À partir de ces constatations, une dynamique politique de pression en faveur d'une révision des pratiques institutionnelles a été mise en place, comprenant des propositions législatives visant à limiter la portée des accords extrajudiciaires dans les affaires de crimes sexuels et à renforcer la supervision externe des décisions du ministère de la Justice dans les affaires ayant un fort impact public. Cependant, malgré cet effort de révision normative, l'épisode de 2025 met en évidence la résilience de certaines structures décisionnelles internes. Le recours à la jurisprudence de la deuxième cour d'appel, invoqué par le DOJ pour justifier le secret, est un exemple de la manière dont des interprétations consolidées, souvent établies dans des contextes différents, sont mobilisées pour renforcer les stratégies de contention de l'information. La jurisprudence en question reconnaît que des tiers innocents cités dans des documents judiciaires peuvent subir des dommages irréparables à leur réputation si leurs noms sont divulgués. Toutefois, elle exige également, pour être effectivement appliquée, qu'il existe des preuves objectives que ces tiers n'ont pas participé au crime faisant l'objet de l'enquête. Le fait que les personnes en question aient reçu des sommes importantes de la part d'Epstein pendant une phase critique d'exposition publique et aient bénéficié d'un accord d'immunité rédigé sous la pression de son équipe juridique, affaiblit l'interprétation selon laquelle elle ne serait que de simples tiers étrangers au fait. Néanmoins, le ministère public a choisi d'appliquer cette jurisprudence de manière extensive, sans détailler les critères spécifiques qui sous-tendent cette classification, ce qui a donné lieu à des interprétations contradictoires entre juristes, défenseurs des droits des victimes et spécialistes du droit procédural. Cette convergence entre le silence institutionnel et l'interprétation élastique de la jurisprudence révèle un système encore guidé par une logique d'autoconservation. L'action du ministère de la Justice dans les affaires à forte visibilité politique est traditionnellement régie par un principe informel, connu sous le nom de présomption de régularité. Selon ce principe, les juges fédéraux
ont tendance à accéder aux demandes du DOJ en partant du principe que cet organisme agit de bonne foi et conformément à la Constitution. Cette pratique, bien que fonctionnelle dans des contextes de stabilité institutionnelle, devient problématique lorsqu'il existe des preuves historiques de mauvaise conduite, de sélectivité ou de manipulation stratégique de l'information. Dans des témoignages présentés devant la commission judiciaire du Sénat en 2021, d'anciens procureurs et enquêteurs qui ont travaillé sur l'affaire Epstein ont fait état de pressions internes pour ne pas avancer sur certaines pistes d'enquête et ont souligné l'existence de zones d'ombre où les décisions juridiques étaient conditionnées par des considérations politiques. Ces témoignages, bien qu'ils n'aient pas donné lieu à l'ouverture formelle de procédures disciplinaires, ont été pris en compte par les analystes comme la preuve d'un comportement institutionnel systématique qui privilégie la protection des acteurs liés au pouvoir politique. La résistance à la divulgation des documents, même après la clôture des enquêtes formelles et le décès du principal accusé, ne se produit pas dans le vide. Elle s'inscrit dans une dynamique plus large de contrôle narratif et de limitation des dommages causés à la réputation de l'État. Depuis que les détails de l'accord initial de 2007 ont été révélés, l'affaire Epstein est désormais considérée comme un symptôme des défaillances structurelles du système judiciaire fédéral, en particulier en ce qui concerne la responsabilité des personnes ayant un accès privilégié à des réseaux de protection juridique et politique. Les décisions prises après la réouverture de l'affaire en 2019, telles que l'arrestation de Ghislaine Maxwell et les développements de l'enquête sur les co-auteurs, ont été accompagnés d'une série de litiges judiciaires sur la portée du secret, la définition de l'intérêt public et la légitimité des demandes d'ouverture déposées par les médias. NBC News elle-même, en demandant la divulgation des noms en 2025, s'est appuyée sur des précédents dans lesquels le tribunal a reconnu le droit de la société à l'information sur les affaires impliquant des abus systémiques, en particulier lorsqu'il existe des indices d'obstruction, d'omission ou de connivence institutionnelle. L'action du ministère de la Justice doit également être comprise à la lumière de l'histoire récente du bureau du procureur fédéral de New York. Depuis 2017, ce bureau a connu des changements substantiels au niveau de sa direction, notamment la nomination de procureurs alignés sur des programmes conservateurs et défenseurs de la retenue institutionnelle dans les affaires considérées comme politiquement sensibles. Jake Layton, nommé en 2020, a maintenu une position publique de renforcement de la stabilité juridique et de la prévisibilité procédurale, mais a été critiqué pour sa conduite dans des affaires liées à l'élite financière et à la répression des fuites journalistiques. Lors d'audiences publiques, Clayton a défendu le maintien du secret dans les enquêtes impliquant des personnalités publiques, arguant que la divulgation prématurée de noms pourrait compromettre le cours de la justice. Cette vision, bien que légitime d'un point de vue technique, a été critiquée pour son application inégale. Les noms des informateurs ou des dénonciateurs présumés sont souvent divulgués dans des affaires pénales de moindre envergure, tandis que les noms liés à des structures de pouvoir plus complexes restent protégés par plusieurs couches de clauses et de dispositifs juridiques. L'asymétrie ne réside donc pas seulement dans la norme, mais dans son application sélective. La convergence entre les normes procédurales, la jurisprudence ambiguë et le leadership institutionnel réfractaire à la transparence aide à expliquer pourquoi l'épisode actuel a pris une dimension symbolique aussi importante. L'insistance du DOJ à maintenir sous scellé un document qui, selon les analystes, a déjà perdu sa fonction protectrice initiale, indique l'existence d'une culture juridique qui privilégie la contention à la réparation. Cette culture est renforcée par des pratiques de communication institutionnelle qui minimisent l'impact des décisions controversées, diluent les responsabilités et transfèrent le centre du débat vers le plan technique et formel. Dans des déclarations récentes, les porte-paroles du DOJ ont affirmé que la demande de maintien du secret était fondée sur une interprétation prudente des obligations légales de l'institution, et on niait toute intention de protéger des intérêts privés spécifiques. Le langage utilisé, bien que juridiquement correct, a été jugé vague par les journalistes et les observateurs du Congrès, qui ont souligné l'absence de justification spécifique pour classer les individus comme tiers innocents. La controverse autour de la conduite du ministère américain de la Justice concernant les documents confidentiels de l'affaire Jeffrey Epstein a provoqué une divergence d'interprétation entre différents secteurs du débat public. Parmi les juristes, les universitaires et les acteurs politiques, il n'y a pas d'accord sur la légitimité de la décision de garder secrets les noms figurant dans les dossiers demandés par NBC News.
Les interprétations divergentes s'appuient sur différentes doctrines juridiques, expériences historiques et conceptions institutionnelles quant à la manière dont l'État doit se comporter dans des contextes marqués par la sensibilité sociale et la répercussion médiatique. Pour une partie des experts, le maintien de la confidentialité représente une pratique responsable de protection juridique, visant à sauvegarder les droits individuels des personnes mentionnées, mais non formellement accusées. Dans cette optique, le respect des garanties constitutionnelles, telles que la présomption d'innocence et la protection de la réputation, doit primer sur le désir collectif d'obtenir des éclaircissements immédiats. La position qui défend le maintien du secret trouve un soutien technique dans les dispositions de la procédure régulière, mais elle est constamment remise en cause par des analyses qui voient dans la position du ministère de la Justice un moyen de préserver des mécanismes sélectifs d'invisibilité juridique. Selon cette ligne critique, empêcher l'accès public au non-contenu dans une affaire très médiatisée et qui est déjà close judiciairement revient à perpétuer une culture institutionnelle de protection des individus ayant des connexions stratégiques dans des secteurs influents. Les chercheurs et les organisations vouées à l'intégrité institutionnelle soutiennent que la divulgation des informations n'impliquerait pas nécessairement l'attribution automatique d'une responsabilité pénale, mais servirait de point de départ à une enquête plus approfondie sur les réseaux de protection qui ont soutenu les crimes d'Epstein pendant des décennies. En ce sens, l'argument selon lequel les noms doivent être préservés pour des raisons de confidentialité perd de sa force lorsqu'on constate que les personnes citées ont reçu des sommes importantes de la part du défendeur et ont bénéficié de clauses d'immunité formelle, signées par l'accusé lui-même. Un autre axe du débat porte sur le rôle de la presse dans ce processus. Alors que certaines voix plus alignées sur des interprétations restrictives accusent NBC News d'agir par intérêt sensationnaliste. D'autres courants reconnaissent dans l'action en justice de la chaîne un exercice légitime des prérogatives journalistiques garanties par la Constitution. Le premier amendement ne fait pas de distinction quant au contenu de l'information publique demandée, mais protège le droit de la société à la transparence sur les questions d'intérêt collectif. Les juristes, spécialisés dans la liberté d'information et le droit constitutionnel, font valoir toutefois écarter le risque d'ingérence procédurale ou de menaces concrètes à l'intégrité des personnes concernées. La justification du maintien de la confidentialité des noms devient insoutenable. Le pouvoir judiciaire se trouve donc confronté à une décision paradigmatique: réaffirmer une position de contention préventive ou reconnaître que le journalisme d'investigation remplit une fonction essentielle dans la réparation institutionnelle des défaillances du système. Les répercussions possibles de cette affaire transcendent les noms demandés. Si la Cour décide d'autoriser l'accès aux documents, il est plausible que cela déclenche de nouveaux mouvements de révision des dossiers classifiés dans d'autres affaires d'importance publique majeure. Les spécialistes du droit législatif indiquent que cette mesure pourrait créer un précédent pour la réévaluation des accords extrajudiciaires conclus au cours des dernières décennies, en particulier dans les affaires impliquant des autorités publiques, des hommes d'affaires influents ou des organisations ayant un historique d'impunité institutionnelle. Si certains membres de la magistrature minimisent cette hypothèse, d'autres n'écartent pas la possibilité d'un effet domino, en particulier à une époque où la société exige de plus en plus de transparence et de responsabilité. D'autre part, si le secret est maintenu, il est de plus en plus probable que le Congrès soit contraint de discuter de modifications juridiques plus strictes concernant l'utilisation de la confidentialité dans les affaires d'intérêt collectif. En particulier lorsqu'il existe des indices que ce recours est utilisé pour dissimuler des réseaux de protection informelle. Il existe également des interprétations plus larges, qui inscrivent dans cette affaire dans un débat symbolique sur des modèles institutionnels opposés. D'un côté, prévaut la vision technocratique et égocentrique, selon laquelle le système juridique doit fonctionner avec un maximum d'indépendance sans céder à la mobilisation sociale ou à la pression médiatique. De l'autre, émerge l'idée d'un État réactif, dont la légitimité découle également de sa capacité à écouter et à intégrer les aspirations éclairées de la société civile. La tension entre ces deux visions apparaît dans des jugements antérieurs. Un exemple souvent cité est l'affaire de 2022, lorsqu'un tribunal fédéral a ordonné l'ouverture des dossiers judiciaires liés au procès de Harvey Weinstein, estimant que le secret ne servait plus l'intérêt public, mais maintenait les victimes dans l'invisibilité. Bien qu'il ne soit pas juridiquement contraignant, ce précédent a été utilisé comme référence argumentative pour faire pression sur le pouvoir judiciaire afin qu'il adopte une interprétation plus conforme à la mémoire institutionnelle et à la transparence démocratique. Au sein même du système judiciaire,
les voix discordantes se multiplient. Les juges, nommés au cours des derniers cycles, en particulier après l'année 2019, se montrent plus sceptiques face aux motifs vagues invoqués par le ministère de la Justice pour justifier les restrictions d'accès au public. Lors d'événements organisés par des centres universitaires, le débat sur la nécessité de reformuler les directives en matière de confidentialité des procédures s'intensifie. Avec l'introduction de critères plus objectifs, vérifiables et compatibles avec le principe républicain de responsabilité. Cette discussion traduit une inquiétude de plus en plus présente quant à la manière dont des structures institutionnelles, bien que formellement légitimes, peuvent être mobilisées pour perpétuer des zones d'ombre et éviter la révélation d'alliances qui ont opéré en dehors des cadres légaux, mais avec une tolérance apparente de la part de certains secteurs de l'État lui-même. En ce sens, l'affaire Epstein dépasse son cadre juridique initial et devient le catalyseur d'un programme plus large sur la nature et les limites du secret dans les démocraties qui aspirent à une véritable responsabilité. La situation reste indéfinie. La juge chargée de la décision examine toujours les arguments présentés, et des sources proches du dossier suggèrent que la résolution pourrait nécessiter des consultations auprès de tribunaux supérieurs, ou même des audiences techniques pour évaluer les impacts institutionnels de la mesure. Mais quel que soit le résultat immédiat, ce qui est en jeu a des implications durables. Il s'agit de la possibilité de redéfinir les critères qui régissent la transparence aux États-Unis. Un pays qui, bien que fondé sur les principes de publicité des actes publics, ne parvient pas toujours à les appliquer dans les affaires impliquant les élites juridiques, économiques ou politiques. L'issue de cette affaire pourrait influencer de manière structurelle la manière dont des procédures similaires seront menées à l'avenir, et avoir un impact profond sur la perception qu'a la société de l'engagement réel des institutions envers la vérité, la justice et la mémoire collective.